Donc la question que nous avons posée la dernière fois est à la fois bien connue, mais en même temps, c'est une question qui coïncide très exactement avec celle que nous nous posons cette année. C'est l'énigme autour des deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise. Donc, une chanson de geste sur la croisade contre les albigeois, écrite à chaud et par deux poètes successifs, le second prenant le relais du premier alors que le premier a rattrapé l'événement, en somme. Le premier poète se nomme et se présente Guillaume de Tudèle. C'est un partisan des croisés du Nord, un protégé du collaborateur, si on peut dire, avec les croisés qu'est le comte Baudouin, jeune frère du comte Raymond VI de Toulouse, un protégé de Simon de Montfort. Il est pour les croisés. Le second auteur reste anonyme, c'est un Toulousain favorable aux méridionaux. Mais précisément, il reste anonyme et il accepte d'endosser la personnalité du premier et d'être confondu avec lui. La partie qu'il écrit se distingue par une manière poétique différente parce que c'est un autre poète, en particulier quelque chose de plus verbeux, de plus raisonneur, des laisses plus longues, se distingue formellement, et là de façon délibérée, par une modification mais légère dans le type strophique, et enfin, nous avons un seul manuscrit complet et un fragment qui est une copie de copie, mais enfin qui nous donne tout de même le début. Et ce fragment nous donne un début de la chanson dans lequel Guillaume de Tudèle se présente plus en détail et donne ses renseignements sur les bienfaits qu'il a reçus à la fois du comte Baudouin et de Simon de Montfort. Et ces détails, en somme compromettants, disparaissent du manuscrit complet que nous possédons. Comme si le second auteur acceptait d'être confondu avec le premier, mais jusqu'à un certain point seulement, n'essayait pas de dire « je ne suis pas Guillaume de Tudèle », mais essayait de rendre Guillaume de Tudèle présentable dans l'idée qu'on le confondrait avec lui, ce qui est pour nous une démarche tout à fait particulière. Alors, j'essayais de rendre compte, de comprendre cette attitude du deuxième poète, et j'ai proposé une explication que j'avais proposée il y a longtemps, d'ailleurs que je ne renie pas d'une certaine façon, et qui est que l'antagonisme entre les deux poètes est moins fort que nous le percevons, nous, avec le regard moderne, ou le regard d'aujourd'hui que nous portons sur la chanson. Pour nous, cette croisade albigeoise qui nous révulse, pose la question de la tolérance à l'égard de l'hérésie. Or, et nous voyons les croisés du Nord comme de méchants, violents, intolérants qui massacrent les hérétiques, ce qu'ils ont fait effectivement, et les méridionaux comme des gentils, tolérants qui acceptent les hérétiques à côté d'eux. Bon. Et il est probable que, ça ne pouvait pas se passer exactement comme cela, parce que l'idée même de tolérance est inconnue du Moyen-Âge. Aussi bien des cathares que des autres, ce n'est pas une valeur médiévale. Et j'ai constaté, d'autre part, que, naturellement, Guillaume de Tudèle est violemment hostile aux hérétiques et que la position de l'anonyme toulousain n'est naturellement pas de défendre les hérétiques, ni de dire, comme nous pourrions le dire au début, aujourd'hui, veux-je dire, comme nous le dirions aujourd'hui, je ne partage pas leurs idées ni leurs convictions, mais je considère qu'ils ont le droit, etc.
Évidemment que ce n'est pas cela qu'il dit. Sa position, c'est qu'il n'y a pas d'hérétique. Pourquoi fait-on des misères aux comtes de Toulouse et aux autres barons méridionaux alors qu'il n'y a pas d'hérétique chez eux? Tout ça, ce sont des inventions. C'est probablement pas vrai, mais c'est la ligne de défense qu'il adopte. Ce qui veut dire que ce n'est pas sa ligne n'est pas la défense des hérétiques eux-mêmes, ni de se plaindre de ce qu'on leur fait subir. Et ce qui l'oppose à Guillaume de Tudèle, ce sont des questions de droit féodal, ce sont des questions juridiques. Est-ce qu'on a le droit de déposséder les barons méridionaux? Est-ce qu'on a le droit de, et même s'ils ont eu tort, est-ce qu'on a le droit de déposséder leurs enfants et de ne pas rendre leur fief à la famille légitime, etc. Et sur ce terrain, il est en désaccord avec Guillaume de Tudèle. Guillaume de Tudèle considère que Simon de Montfort a raison de s'emparer des fiefs méridionaux. Mais c'est un désaccord politique et juridique. Ce n'est pas un désaccord idéologique qui lui rendrait insupportable l'idée qu'on le confonde avec son prédécesseur. Alors, j'ajoutais que Guillaume de Tudèle s'arrête avant le Concile de Latran IV qui dépossède, en principe, ou croyait-on définitivement, Raymond VI du comté de Toulouse. Si Guillaume de Tudèle était allé jusque-là, il y aurait quelque chose d'irréconciliable dans les deux attitudes, dans les deux positions. Mais Guillaume de Tudèle ne va pas jusque-là, et tout en attaquant les hérétiques, il a des propos élogieux sur les barons méridionaux. Après tout, il n'est pas inadmissible pour son successeur. Donc, cela, c'était ma première explication, et celle, si vous voulez, que je peux maintenir parce que c'est une explication raisonnable. Et même si elle ne rend pas totalement compte de ce phénomène étrange à nos yeux, du moins elle peut l'expliquer en partie, et en elle-même, je ne la crois pas fausse. Alors, je proposais d'aller un peu plus loin, et d'aller plus loin. Je proposais une autre explication qui tiendrait à Guillaume de Tudèle lui-même. Et je me demandais, et nous allons continuer à nous demander pendant quelques instants, si Guillaume de Tudèle est réellement celui qu'il prétend être. Si Guillaume de Tudèle n'est pas le masque de quelqu'un d'autre, d'un auteur qui serait en réalité moins défavorable ou plus favorable aux méridionaux que son attitude explicite le proclame, et le proclame même trop fort d'une certaine façon. Si donc l'anonyme toulousain ne l'aurait pas percé à jour ou n'aurait pas su qui c'était, hein, et si ce n'est pas cela qui l'aurait autorisé à poursuivre le poème. Alors, donc, j'avais commencé par dire que le... Non, zut. Et, du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Bon. Je vous prie de m'excuser, d'habitude j'y pense. Et oui, et alors, un masque, donc un propos ironique, un propos qui dit une chose pour en laisser entendre une autre. L'ironie est bien connue du Moyen-Âge comme figure rhétorique, puisque le Moyen-Âge considère que l'ironie se confond, ne distingue pas l'ironie de l'allégorie. L'allégorie,
c'est dire une chose pour en signifier une autre. C'est la définition d'Aristote, et Dieu sait que l'allégorie est importante pour le Moyen-Âge. Et il englobe l'ironie dans l'allégorie. Et d'autre part, cette démarche est répertoriée par Cassiodore, qui distingue dans la façon de s'exprimer le ductus subtil lorsqu'on insinue autre chose que ce que l'on affirme tout en ne mentant pas, et le ductus oblique quand on parle sous l'empire de la peur et qu'on ne veut pas dire exactement ce qu'on pense. Les deux cas pourraient s'appliquer à Guillaume de Tudel. Et alors, au-delà de cela, pour arriver à des arguments plus précis, j'avais fait observer qu'on ne sait pas trop pour qui il écrit. Il écrit pour le comte Baudouin, il écrit en Languedoc, mais à un moment où la position du comte Baudouin est tellement fragile qu'il se fera pendre quelques mois après que Guillaume de Tudel s'interrompt, apparemment, et où la position du comte Baudouin est également fluctuante. Donc, s'il écrit pour les croisés, écrire en Languedoc est absurde, et non pas en langue d'Oïl. Et s'il écrit pour le comte Baudouin et son entourage, qui ne devait pas représenter grand monde, il écrit à un moment où on ne peut pas supposer une prise de position somme définitive et aussi ferme que celle qu'il donne l'impression d'adopter. Et puis alors mon autre argument, et c'est là que j'en étais, que pense-t-il des massacres commis par les croisés? Il semble éprouver pour ces massacres une admiration béate et sans faille. Et il est difficile de répondre parce que, là encore, la sensibilité a changé et ce genre d'horreur ne suscitait pas exactement les mêmes réactions qu'aujourd'hui, mais suscitait des réactions tout de même. Alors, bon, il accable les hérétiques d'injures, il décrit avec enthousiasme les bûchers, mais si on regarde de près, lors de la prise de Minerve, bon, l'opinion de l'auteur paraît absolument claire. Guillaume de Minerve est enfermé dans son château, le château est pris, tout le monde est tué, bon, très bien. Mais Guillaume de Tudel met une insistance un peu bizarre à énumérer tous les étrangers venus de partout qui forment l'armée croisée. Il écrit en Languedoc, donc pour un public quel qu'il soit, qui est un public de Languedoc. Et il dit nos Français et ceux de la région champenoise, les Manceaux, les Angevins, les Bretons de Bretagne, les Lorrains, les Frisons, les gens d'Allemagne, les firent sortir avec force ces hérétiques. Ils en brûlèrent beaucoup d'hérétiques de mauvaise engeance, maintes folles hérétiques qui rejambaient au moment d'être placés sur le bûcher. Détail atroce et presque trop. Parce que, donc, ce sont des étrangers qui ont fait ça, et ils poussaient de force ces femmes sur le bûcher. Alors, il a l'air de trouver ça admirable, même pour un auteur des toutes premières années du XIIIe siècle. On peut se demander s'il trouvait ça tellement admirable. Et on inflige au cadavre un traitement. Oui, puis leurs cadavres furent précipités et enfouis dans la fange pour que pos gitetum los cors elmes emeila fania que no fessom pudor a nostra gent estrania aesela malares. Puis leurs cadavres furent précipités et enfouis dans la fange pour que nos gens, les étrangers, n'eussent pas à souffrir de la puanteur de ces ordures. Vous voyez cette énumération de tous ces étrangers, et à la fin, il faut que leurs narines délicates soient épargnées, et nostra gent estrania, avec cette sorte de contradiction entre nos gens, ceux qui sont nous, et qui sont des étrangers.
arrangé un peu plus haut de nostri frances, nos Français. Mais lui, il n'est pas français. Il écrit pour des gens qui ne sont pas français. Et cette façon d'agiter, je ne dirais pas, ce serait trop anachronique et trop facile d'agiter la collaboration, hein, mais d'insister sur ce fait qu'il est tout de même un peu étrange. Pris donc les croisés qui, donc, nous allons y revenir, ont tué tout le monde à Béziers, ont pris Carcassonne et enfermé le pauvre Roger Raymond Trencavel dans son château, dans les oubliettes de son château où il est mort, dans les cachots de son château. Ils arrivent, bon, ils continuent vers l'ouest, prise de Minerve, puis prise de Lavaur, dans le Lauragais, il s'approche de Toulouse. Où la prise de Lavaur, le seigneur de Lavaur est une dame Giraude, qui est là avec son frère, mais c'est elle qui est la dame de Lavaur. Et là, il s'apitoie ouvertement sur le sort de dame Giraude. Cette dame Giraude, elle a été lapidée et jetée dans un puits par les croisés. Traitement qu'on réservait rarement à une femme noble et une femme qui était l'ennemi qu'on venait de vaincre. Et son frère, Emery, qui était donc un seigneur, a été pendu. Bon. Alors, il s'apitoie sur leur sort. Dame Giraude fut jetée dans un puits et couverte de pierres par les croisés. Ce fut un malheur et un crime, car personne au monde, sachez-le véritablement, ne se serait éloigné de cette dame sans avoir reçu de quoi se rassasier. Donc elle était charitable. Ce fut en été, à la Sainte Croix de Mai, que Lavaur fut ruiné, etc. Et il revient ensuite sur la prise de la ville comme si il parle d'abord du supplice de dame Giraude, comme si c'était la chose épouvantable qui hantait son esprit. Alors, chaque fois, l'auteur prend bien soin de qualifier les hérétiques de lignage punaise, de salangeance. Il signale avec une apparente sérénité qu'on en a brûlé 400, mais c'est 400 pour Lavaur, c'est beaucoup, hein, c'est pas si grand que ça, Lavaur. Et mais c'est pour rappeler immédiatement à la suite, et avec quel détail, cette mort horrible infligée à Giraude et à son frère. Et c'est pour signaler, mine de rien, que cette mort a fait scandale. Trompe d'un grand esmail. Cela a suscité beaucoup d'agitation, cette mort de dame Giraude. Et là, il décrit plus loin, enfin je ne vais pas tout citer, il revient sur cette lapidation de dame Giraude qu'il montre pleurant et hurlant au moment où on l'a jeté dans son puits et où on l'a tue sous les pierres, et brusquement, cela fait écho à ces femmes hérétiques de Minerve qui se débattaient en montant sur le bûcher. Cet acharnement à tuer dans ces conditions des femmes qui affolées est décrit d'une façon un peu suspecte pour quelqu'un qui admire tellement, ou qui est supposé tellement admirer les croisés. Alors vous me direz, tout cela, c'est une lecture fragile et subjective de ces passages. Je viens de dire que la sensibilité de l'époque n'était pas la nôtre. Après tout, ils trouvaient peut-être ça très bien. Etc. Pas tout à fait. Pas tout à fait, puisque dans le cas de dame Giraude, il laisse entendre, il dit que ce n'est pas très bien. Il dit que ce n'est pas bien. Et à partir du moment où il l'a dit pour dame Giraude, eh bien, du coup, le soupçon remonte à toutes les circonstances où il évoque ce genre d'atrocité.
Mais il y a un argument plus précis. Je reviens en arrière jusqu'au massacre et à l'incendie de Béziers. Le premier fait d'armes, si je puis dire, mais ce n'est pas un fait d'armes, le premier événement de la croisade, et qui, par son horreur, d'une certaine façon, a répandu la terreur et enclenché tout le reste. Alors, donc, on connaît l'enchaînement des événements qui conduit à ce drame. L'auteur nous dit que ce sont, alors, là encore, au départ, ce sont les gens de Béziers qui l'ont bien cherché. Bon. Les escarmouches et les provocations stupides des Biterrois, au moment où l'armée arrive, provoquent la réaction, non pas des croisés, mais des ribauds. C'est-à-dire des va-nu-pieds de toute cette horde de gens peu recommandables qui accompagnent l'armée et qui ou sont là uniquement pour piller ou rendent des services comme palefreniers, garçons de cuisine, etc. Bon. Donc les ribauds entrent dans Béziers, attaquent les Biterrois et entraînent les combattants à la suite. Et suite la très longue description des horreurs du massacre, et c'est un morceau très saisissant qui montre que, contrairement à ce qu'on a pu dire, Guillaume de Tudèle est un grand poète. Parce que, vous voyez, c'est un si grand poète que, d'une certaine façon, ça lui retombe sur le nez. Ce massacre, cette description est tellement saisissante et tellement épouvantable que, comme il s'est présenté au début comme le protégé du comte Baudouin de Simon de Montfort, eh bien, on utilise ses propres talents poétiques pour l'accabler et pour dire que vraiment il défend des gens épouvantables. Et à la fin de ce massacre, donc les combattants entre-temps sont entrés dans la ville et les ribauds voient que les barons vont les priver de leur butin. Et à ce moment-là, ils mettent le feu à la ville, comme, précise à ce moment le poète, l'a fait Raoul de Cambrai. Guillaume de Tudèle, comme d'ailleurs l'anonyme, enfin tous deux ont une grande culture littéraire, si je puis dire, touchant les œuvres de leur temps. Ils connaissent la littérature de leur époque. Et donc c'est la laisse 18. Et les laisses 18 et 19. Donc, lorsque le roi des ribauds les vit escarmoucher contre l'armée des Français, j'ai la traduction de Martin Chabot qui est très plate, mais je n'ai pas le temps d'en passer par le texte original. Lorsqu'il les vit tuer et mutiler un croisé français qu'ils avaient renversé du haut du pont, il appela et rassembla tous ces truands. À haute voix, il s'écria « Allons les assaillir ». Aussitôt dit, ils se munissent chacun d'une massue, ils n'ont pas d'autre engin, je crois. Ils sont plus de 15 000, ces va-nu-pieds, en chemise et en brais. Ils vont entourer complètement la ville pour en démolir les remparts. Descendant dans les fossés, ils se mettent à les saper à coups de pique, etc. À ce moment-là, les croisés s'arment et donc bon, le massacre commence. Voilà. Et lorsque le massacre est décrit pendant des dizaines de vers et dans un spectacle de plus en plus atroce. Et donc, au moment où les ribauds voient que les barons vont les priver du butin. Et là, je vous montre le texte et je le lis. Afok escrian negar stafur pudnes, donc apportas las fallas, tan randas comme un res, la ciutas en espran, elevas et les glaces, etc. Mettons le feu, au feu, crie la racaille, ils apportent des torches, hautes comme un bûcher. La cité s'embrase, une horrible clameur s'élève, la ville brûle toute de fond en comble.
Ainsi, Raoul de Cambrai brûla et ruina une cité puissante qui était près de Douai. Sa mère, Madame Adélaïde, l'en a fort blâmé. C'est pourquoi il fut bien près de lui gifler la joue. Et à Béziers, le feu se propage jusqu'à la cathédrale qui s'écroule, et c'est sur la mention de cet effondrement que s'achève le long récit de cet épisode épouvantable. Alors, ce qui me frappe ici, c'est le rapprochement que fait Guillaume avec Raoul de Cambrai. Eugène Martin Chabot, donc l'éditeur scientifique et le traducteur de la chanson en 3 volumes dans la collection des unités dans Budé, la collection des universités de France. Donc c'est le texte de Martin Chabot qui a été republié en lettres gothiques, mais avec cette adaptation poétique de Gougaud. Martin Chabot met à cet endroit la note suivante. Allusion à la chanson de Raoul de Cambrai, probablement d'après une rédaction antérieure à celle qui nous a été conservée. Car des reproches faits à Raoul par sa mère, de son vrai nom Alaïs, mais c'est pareil, Alazaïs, Azalaïs, c'est Adélaïde, sous divers formes. Il n'est pas question dans celle-ci, et l'incendie qui est raconté est celui d'un simple bourg bâti autour du monastère, Origny-Sainte-Benoîte, tandis que dans la première, c'est la ville de Saint-Quentin qui est brûlée. Il n'y a pas lieu de s'attacher à l'indication près de Douai. Guillaume de Tudel a cité cette ville à cause de la rime et par approximation. Eh bien, cette note est une note savante, mais qui ne me paraît pas pertinente. Il est possible que Guillaume ait connu une version de Raoul de Cambrai un peu différente de celle qui nous est parvenue. Voilà. Pour les chansons de geste, la tradition est fluctuante. Mais cela ne change strictement rien. Et en gros, Guillaume fait allusion au poème tel que nous le connaissons. L'erreur sur le nom de la mère de Raoul n'en est pas une, c'est le même nom, et celle touchant la querelle supposée entre Raoul et sa mère est d'autant plus minime que Raoul, à ce moment-là, se prend effectivement de querelle avec une mère, mais la mère de son ami Bernier. La mère de son ami Bernier, qui est l'abbesse du couvent d'Origny. Et même la mention de Douai n'a rien d'arbitraire, puisque le principal adversaire de Raoul est Ernaud de Douai, et dont il a quelque temps plus tôt tué accidentellement les 2 fils, et à qui il s'oppose dans cette guerre de succession féodale. Mais surtout, la citation a un sens. Et Guillaume de Tudel n'évoque pas au hasard cet épisode de Raoul de Cambrai. Je rappelle de quoi il s'agit. Raoul de Cambrai a un écuyer qui est son ami d'enfance, son ami de toujours, ce sont comme des frères et plus que des frères, qui s'appelle Bernier. Et Bernier est déchiré entre sa fidélité à Raoul, qui jusque-là a été la plus forte, et ses liens familiaux avec les ennemis de Raoul, les Vermandois. C'est une chanson de geste extrêmement violente de vendetta féodale. C'est un grand feud, Raoul de Cambrai. Et donc, situation classique, Bernier est déchiré, il devrait être du côté de sa famille, là, mais il est l'écuyer. Bon, il y a le lien familial, il y a le lien vassalique ensemble, puis le lien d'amitié avec Raoul. Il est déchiré, il est resté fidèle à Raoul, ce qui est légitime, puisque c'était des situations qui se produisaient très fréquemment, parce que un seigneur pouvait être vassal de suzerains différents pour ses différentes possessions, et ces suzerains pouvaient se battre entre eux. Et à ce moment-là, il était admis qu'il était l'homme, parmi tous ces suzerains, il y en avait un qui était son seigneur lige et dont il était l'homme lige. Et en cas de conflit entre ces suzerains, il devait être du côté de son seigneur lige. Bon. Donc tout ça, c'est
classique. Mais pour Bernier, la situation est très douloureuse. Raoul est devant la ville et devant le couvent d'Origny, où la mère de Bernier, veuve, s'est faite nonne et dont elle est l'abbesse. Il promet d'épargner Origny, par égard pour Bernier et pour sa mère. Bon. Mais voilà que 3 ribauds de son armée, là ils disent 3 gloutons potonniers, mais c'est ça que ça veut dire. Ce sont des hommes de rien, des ribauds, ces valets, ces domestiques ou ces pillards qui accompagnent l'armée. 3 gloutons potonniers de son armée entrent dans la ville pour piller. 2 sont tués par les habitants, le 3e s'échappe et vient raconter l'affaire. Et à ce moment-là, Raoul, violant sa promesse, et Raoul est un violent, tout repose là-dessus. C'est un personnage violent et qui, à mesure que la chanson de geste se développe, devient de plus en plus violent jusqu'à la folie, ensemble, et cause ainsi sa perte, mais la perte de tout le monde. Raoul viole sa promesse, attaque Origny et brûle la ville et le couvent. Toutes les nonnes, parmi lesquelles la mère de Bernier, meurent brûlées vives. Alors là, quand même, c'est beaucoup. Colère de Bernier, querelle avec Raoul, qui l'assomme d'un coup de poing et qui ensuite lui offre réparation, mais en vain, n'est-ce pas, d'avoir brûlé sa mère plus un coup de poing, c'est beaucoup. Et Bernier, à ce moment-là, quitte Raoul et rejoint le camp de ses parents, les Vermandois, et à partir de ce moment-là, c'est l'ennemi le plus acharné de Raoul. Donc vous voyez que l'allusion à Raoul de Cambrai, contrairement à ce que laisse entendre Eugène Martin Chabot, qui la traite avec une sorte de désinvolture, cette allusion ne vient pas du tout par hasard. Le massacre et l'incendie d'Origny d'une part, le massacre et l'incendie de Béziers d'autre part, commencent de la même façon, par l'initiative de pillards. Les 3 gloutons potonniers d'un côté, les arlotes, dit Guillaume de Tudel, les ribauds de l'autre. Et il se termine de la même façon par l'incendie d'un lieu sacré, le couvent d'Origny, la cathédrale de Béziers. Or, dans la chanson de geste, Raoul est explicitement condamné. La chanson de geste condamne explicitement Raoul. Liquens Raus en a mal exploité. Le comte Raoul a mal agi dans cette affaire. De plus, non content d'avoir manqué à sa parole, non content d'avoir brûlé vives dans leur église ces femmes vouées à Dieu et confiantes dans la parole qu'il leur avait donnée la veille, la parole donnée à la mère de son ami, il aggrave son cas par un sacrilège. Et c'est à ce moment-là, au moment où il a commis l'irréparable, que commence à apparaître cette sorte de vertige de violence et de folie de violence qui s'emparera ou s'empareront de Raoul. Pour célébrer l'événement, il ordonne qu'on lui prépare un festin de pain rôti, de cygnes au poivre et de venaison. Bon. Alors, déjà beaucoup de célébrer, un peu provoquant, de célébrer. Il a brûlé vives toutes ces nonnes, et en particulier la mère de son ami, qu'il connaît depuis toujours, naturellement. Il allait jouer chez son petit ami Bernier, elle lui préparait son esquique l'après-midi. Et donc c'est déjà beaucoup de manger toutes ces bonnes choses pour fêter l'événement, mais surtout, c'est le vendredi saint. Et en l'entendant composer son menu et ordonner son menu, son sénéchal Troué-foué se saigne par la grande cruauté, fait ce signe 3 fois, fait 3 fois le signe de croix devant cette
cruauté, dit-il. Et il ose lui faire de longs reproches auxquels Raoul répond par des injures. Donc, ce n'est pas là, pour le commentaire que j'ai fait du siège de Minerve et du siège de Lavore, on peut m'accuser de surinterprétation. Il me semble que là, on ne peut pas m'accuser de surinterprétation. Il me semble qu'il est clair que le parallèle qu'établit Guillaume de Tudèle avec Raoul de Cambrai équivaut à une condamnation masquée de ce qui s'est passé à Béziers. Raoul de Cambrai agit mal, dit la chanson, manque à sa parole, fait périr des femmes consacrées à Dieu et réfugiées dans une église, détruit par le feu cette église, profane le vendredi saint. Voilà le personnage, voilà les événements dont le poète juge bon de faire mention à propos de la prise de Béziers par une armée dans une expédition voulue par le pape et par une armée dont le chef est l'abbé de Cîteaux, qui l'affecte d'admirer si fort. Alors, Martin Chabot a raison sur un point, la mère de Raoul n'intervient pas dans cet épisode. Elle aurait d'ailleurs certainement, il faut le dire, approuvé son fils. La mère de Raoul, c'est une femme virile, une virago. La querelle n'est pas avec la mère de Raoul, la querelle est avec Bernier, c'est lui qui reçoit un coup de poing. Mais, et avant, il y a eu cette violente discussion avec la mère de Bernier. Or, là encore, ils étaient si proches. Enfin, la confusion des mères n'est pas une erreur, ni une absurdité, ni quelque chose qui dévalue totalement l'usage que Guillaume de Tudèle fait de Raoul de Cambrai. Mais que la mémoire de Guillaume de Tudèle le trahisse. Il se souvient peut-être qu'il y a une mère maltraitée dans l'affaire, il peut confondre la mère de Bernier, celle de Raoul, il peut confondre le coup de poing que Raoul porte à Bernier et celui dont il a auparavant menacé sa mère, mais il ne frappe pas la mère de Bernier, mais il la menace, ou bien qu'il ait connu une autre version que nous, ou que la déformation soit de sa part volontaire, le résultat est que dans sa version des faits, Raoul s'attire le blâme de sa propre mère. Et vous voyez, non seulement il a tout à fait... Enfin, aller chercher l'épisode de dans Raoul de Cambrai condamne les croisés à Béziers, mais en plus, son erreur même sur Raoul de Cambrai les condamne encore plus. Puisque, en plus, Raoul de Cambrai gifle sa propre mère. Il ajoute à ses crimes une rébellion et une violence contre sa mère. Encore une fois, il me paraît certain que dans cette circonstance, Guillaume utilise une allusion littéraire pour condamner les croisés sans le dire explicitement. Et si cette fois-là, au début de la chanson, puis c'est le premier épisode, la prise de Béziers, le massacre de Béziers, si cette fois-là, telle est bien son attitude, cela ne peut que conforter nos doutes quand, plus loin, lors de la prise de Minerve, lors de la prise de Lavore, nous avons vaguement l'impression, sans jamais en avoir la preuve, qu'il en rajoute un peu dans l'enthousiasme devant les bûchers, ou que les exécutions sommaires de personnes nobles et respectables lui inspirent quelques réticences. Alors, non, je vous accorde que tout cela reste bien mince, bien impalpable, reste à la merci du démenti que pourraient apporter d'autres passages. Peut-être n'ai-je pas relu d'assez près la chanson de la croisade albigeoise et ai-je laissé passer le vers qui ruine mon argumentation. Bon.
j'en viens donc, pour finir, sur ce point, à un argument tout différent. Mais qui est fragile, tout est fragile dans mon affaire. Mais enfin bon. L'argument que pourrait fournir le nom même de Guillaume de Tudel. Personnage, je vous le rappelle, totalement inconnu d'autre part, et dont nous ne savons que ce qu'il nous dit lui-même dans le prologue de la chanson, ce fameux prologue que nous avons glosé la dernière fois. Donc, un clerc originaire de Tudel, en Navarre, venu à Montauban, protégé du comte Baudouin, puis il l'accompagne à Bruniquel, puis après la prise de Saint-Antonin, Nobleval, il est nommé chanoine de Saint-Antonin. Bon, très bien. Tout le passage est vraisemblable. On peut seulement s'étonner que ce pourfendeur de l'hérésie se vante de s'y connaître en géomancie. Il dit que grâce à ses connaissances, il part de lui à la troisième personne, mais nous verrons ces questions de première, troisième personne plus tard à propos des romanciers. Il s'y connaît en géomancie et du coup, il a pu prédire les événements épouvantables qui allaient s'abattre sur le Midi. Or, la géomancie est considérée par l'Église avec suspicion. Tous les moyens de divination, qui étaient nombreux au Moyen-Âge, qu'on trouve partout, la divination, comme dans le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, par l'huile sur l'ongle. On verse un peu d'huile sur l'ongle, et comme un Rorschach, on essaye de voir le dessin que ça forme. La divination par les sorts des apôtres, la divination dans les passages de l'Écriture, etc. Tous ces procédés de divination étaient regardés avec suspicion et condamnés. Et le principe même de l'effort pour percer l'avenir était condamné parce que l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Et qu'on entre dans cette question théologique et philosophique si difficile des futurs contingents dès qu'on essaye de prédire l'avenir. Alors, donc, ça, c'est un petit peu bizarre. Bon, mettons pas très, très bizarre. Mais ce nom, Guillaume de Tudel. Alors, bon, Guillaume est un des noms les plus répandus au Moyen-Âge. Donc, tout le monde s'appelle Guillaume. Et Tudel, en Navarre, Tudela n'est pas si loin des Pays d'Oc. Il peut très bien être allé de Tudel à Montauban. Mais, alors, je ne veux pas tomber dans les excès de l'école de la lettre, ni du regretté Roger Dragonetti. Mais Roger Dragonetti avait écrit tout un livre pour expliquer que Guillaume contient le mot « guil », qui est le mot qui signifie ruse au Moyen-Âge. Et Dragonetti soutenait que dans les romans du temps, un personnage qui s'appelle Guillaume signale un personnage qui ne cesse de mentir, ou un personnage qu'il ne faut pas prendre à la lettre. Encore une fois, je ne suis pas un dragonettiste, et il y a tellement de Guillaume et que ce n'est pas possible. Et si l'idée de ruse avait été si fermement attachée au nom de Guillaume, au contraire, plus personne ne serait appelé Guillaume. Qui aurait voulu appeler son fils menteur? Donc, pardon. Que de temps en temps, Guillaume, la Guile, on ait joué là-dessus, pourquoi pas? Quant à Tudel, c'est un nom, ce nom de Tudel, qui apparaît souvent dans la littérature du Moyen-Âge. Tudel, en soi, n'est pas une ville de première importance. Mais, enfin, importante une ville, mais enfin bon, voilà, c'est une ville comme il y en a d'autres. Mais le nom de Tudel apparaît souvent, et il apparaît dans des circonstances liées d'une façon ou d'une autre, à la non-réalité. Tudel, c'est très loin. Tudel, alors que c'est une ville bien réelle,
Tudel, c'est le monde imaginaire. Alors, vous savez, très souvent, les auteurs du Moyen-Âge citent une ville lointaine pour indiquer l'éloignement, pour indiquer une forme d'énormité. On aurait, je ne sais pas, une pastourelle, il rend donc Picard, doute par là, il rencontre une bergère, le chevalier rencontre une bergère qu'il trouve charmante, et il dit il n'y aurait pas eu d'ici jusqu'à Pavie, moine dans une abbaye qui n'en aurait pas eu envie. Bon, alors, Pavie est là pour la rime, bon, très bien, mais c'est pas dire grand-chose, Pavie existe, c'est ça. Bon. Et tous les noms, pour peu que la rime puisse les appeler, peuvent servir de ça. Mais Tudel est marqué du sceau de l'imaginaire. Par exemple, il y a autant d'exemples qu'on veut. Cette chanson de Colin Muset, qui est un charmant trouvère depuis, qui avait été édité par Bédier, autrefois il y a une édition récente, meilleure récemment. Donc, je suis surpris d'une amourette, d'une jeune pucelette, belle et blonde et blanchette, plus connaît une herminette, une petite hermine, ça la colore vermeillette, ainsi comme une rosette, c'est pas la peine de traduire, c'est simple. Itel était la pucelle, la fille au roi de Tudel. Voilà comment était cette jeune fille, la fille du roi de Tudel. Donc, il aime une petite jeune fille, c'est la fille du roi de Tudel. Pourquoi la fille du roi de Tudel? Je saute et je passe à la fin de la chanson. Elle regardait m'oublier, je me suis oublié à la regarder, jusqu'au moment où elle fut partie. Mon Dieu, c'est vraiment pour mon malheur que je l'ai regardée, puisque elle m'a échappé, elle s'est enfuie si tôt, si bien que jamais plus je n'aurais eu de joie si elle ne m'est pas donnée par elle. Dès que je l'eus regardée, tantôt comme l'œil regardé, bien cuidée qu'elle fût faite, j'eus bien l'impression que c'était une fée. Ne les rouais pour rien né, je ne laisserai pour rien au monde, pour aucune créature qui est née au monde, qu'encore n'aille en sa contrée, que je ne renoncerai pas à aller un jour dans son pays, jusqu'à ce tant que j'ai demandé son amour ou mes sphinxersbeer, jusqu'à ce que j'ai demandé son amour ou mon cœur parfaitement amoureux, que mon cœur parfaitement amoureux désire. Et d'ailleurs, dans l'édition Bédier, il met une note de Tudel, Tudela en Navarre. Cette ville est assez souvent mentionnée dans la chanson de geste. Il y est dit que tel personnage ne ferait pas telle chose pour tout l'or de Tudel ou pour l'honneur de Tudel, c'est-à-dire le fief de Tudel. Et, il cite à son Raoul de Cambrai. Il dit, après, justement au moment où Raoul de Cambrai a envoyé son coup de poing à Bernier, dans l'épisode que j'ai cité, il lui offre une compensation et il dit qu'il n'offrirait pas de plus belle compensation au roi de France ou à l'amiral de Tudel, c'est-à-dire à l'émir de Tudel. On est en Espagne. Bon. Alors, notre Guillaume de Tudel, grand lecteur de chansons de geste en général et de Raoul de Cambrai en particulier, savait à quoi s'en tenir sur la réalité de Tudel. Et voyez cette chanson de Colin Muset. Il tombe amoureux d'une jeune fille qu'il aperçoit et toute la fin de la chanson est faite pour qu'on doute de la réalité même de la jeune fille. C'est la fille du roi de Tudel, bon, quelle vraisemblance que, se promenant dans la campagne, il tombe dans un pré sur la fille du roi de Tudel qui est là. Elle est là, il la regarde, hop, elle s'échappe, elle a disparu. J'ai l'impression que c'était une fée. Bon. Vraiment, c'est une jeune fille bien évanescente. Donc, encore une fois, si j'étais dragonettiste ou dragonettien, et si je surinterprétais Tudel, je dirais Guillaume de Tudel, le menteur venu d'un pays, ou le rusé venu d'un pays imaginaire. Alors, ce Guillaume de Tudel, est-ce qu'on peut vraiment prendre pour argent comptant ces protestations de dévouement au parti des croisés? Bon. Supposons que j'ai raison.
supposons seulement, parce qu'il faut bien reconnaître que Tudel, sur l'autre versant des Pyrénées, était pour les habitants du sud-ouest de la France actuelle une ville bien réelle et assez proche. Mais supposons, c'était une ville réelle et assez proche, mais il savait aussi qu'en littérature, Tudel était utilisé de cette façon. Supposons que donc un personnage qui se dirait « je suis originaire de Tudel », à la fois écrivant dans la région où il écrit, à la fois le dirait avec vraisemblance et pourrait justement par derrière avoir une sorte de clin d'œil, j'ai horreur d'employer le mot clin d'œil, enfin bon, faire un petit signe ou se faire entendre des gens cultivés. Au moins cultivés, ou demi-cultivés, ou qui est cette forme de culture très particulière qui consistait à connaître la littérature en langue vulgaire. Donc, supposons que le poème dont l'auteur dit s'appeler Guillaume de Tudel demande à être lu entre les lignes, et qu'il ce soit un poème allégorique au sens de l'époque, et le sens étymologique, c'est-à-dire qu'il signifie autre chose que ce qu'il dit. Autrement dit, qu'il soit moins favorable qu'il le prétend à la croisade, et même peut-être qu'il s'en prenne à elle sournoisement. Supposons que le fait signalé par le nom fantaisiste de Guillaume de Tudel, et parce que ce nom pouvait suggérer de duplicité et d'irréalité, supposons que ce fait ait été notoire, ou qu'il ait été connu ou compris de certains de ceux qui ont eu accès à ce texte en fait peu diffusé. On pourrait comprendre alors que le continuateur anonyme, pleinement et ouvertement favorable aux méridionaux, que ce continuateur, à un moment où le sort des armes avait provisoirement tourné et où il était moins risqué d'afficher cette conviction, surtout quand on écrit, comme il le faisait sans doute, dans Toulouse libérée, que ce continuateur n'ait pas vu d'inconvénient, on comprendrait que ce continuateur n'ait pas vu d'inconvénient à endosser l'identité de son prédécesseur. Encore une fois, j'aurais grand tort de me cramponner à mon hypothèse, et je m'en garde bien. Mais elle pourrait peut-être, avec plus de vraisemblance, être présentée sous une forme atténuée. Le comte Baudouin, comme c'est souvent le cas des collaborateurs, nourrissait peut-être des réserves et même de l'animosité à l'égard de ceux-là même pour lesquels il avait trahi. Bref, il avait trahi, mais il continuait à négocier, on ne savait pas toujours de quel côté il était, etc. Il n'est pas impossible que dans son entourage, un pamphlet prudent, très prudent, ait payé une grande lâcheté par quelques petits courages. Et c'est ainsi que s'expliquerait, mais que s'expliquerait avec tous les conditionnels possibles, n'est-ce pas, cette énigme des deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise. Je vous remercie. Donc,